seul à être Mais, marqué. mais, mais avant, mon frérot, excuse-moi, qu'est-ce que tu entends par Big 3? Qu'est-ce que j'entends par Big Tree, motherfucker? Ouais. Euh, Ouh, il est- Qu'est-ce que j'entends par ça? Trois joueurs d'un certain niveau, je dirais proche d'All-Star. Faut pas forcément être All-Star, mais du moins en avoir la capacité de l'être. Qui sont plus ou moins dans leur état de forme, pas des joueurs en fin de carrière, donc des joueurs qui sont plus ou moins proches de leur prime, complémentaires pour être un big tree sur le terrain et qui sont prêts à jouer ensemble. Quand je dis jouer ensemble, c'est faire des sacrifices qu'il faut pour gagner. Ça, c'est pour le big tree gagnant. Pour le big tree perdant, je vous donnerai pas la recette parce qu'on en a eu assez d'exemples comme ça, mais pour le big tree gagnant, c'est ce que j'entends de mon côté. Alex, t'en penses quoi, toi, de sa définition, Thibodeau? C'est une définition que je peux- Ouais, c'est ça avec la question des joueurs proches du All-Star ou pas forcément, on y reviendra au moment des exemples, mais pour moi, c'est ça, c'est des joueurs qui sont pas forcément, en fait, qui se ressemblent pas forcément, en fait. Tu vois, ça peut être des ovnis que tu rassembles, mais qui au final arrivent à être complémentaires. Alors pas forcément parce que leurs caractères sont complémentaires, mais parce que le coach arrive à les faire jouer ensemble. Ok. D'accord. Poto, Ouais, toi, ta définition, vas-y. d'accord, ok, je pensais que tu avais. Ok, donc. Non, moi, la mienne, elle est la suivante. C'est pour moi, un Big 3, c'est un trio de joueurs qui sont des références dans ce qu'ils font de mieux. Ils sont des références, soit à leur poste, soit dans ce qu'ils font de mieux. Ils sont pas forcément All-Star, ils sont pas forcément individuellement, statistiquement parlant, fous, mais ils sont des références dans ce qu'ils font de mieux. C'est aussi, pour moi, des joueurs qui gagnent, en fait. Pour moi, je distingue un Big Three d'un trio. Pour moi, tous les trios ne sont pas des Big Three, en fait. Donc, pour moi, un Big Three, ça inclut effectivement ceux qui gagnent. Ou peut-être ceux qui vont en finale NBA, mais ceux qui gagnent. Et c'est pour ça qu'il y en a très peu pour moi dans l'histoire de la NBA, en fait. Pour moi, un Big Three, c'est ceux qui gagnent. Et je vais directement aller dans les exemples. Pour moi, Curry, Thompson et Draymond Green n'étaient pas appelés Big Three avant qu'ils ne gagnent, en fait. Avant, c'était juste effectivement un trio. C'est quand ils ont commencé à gagner qu'on a commencé à les appeler le Big 3. Pareil pour les Spurs. Pareil pour les Bulls. Avec notamment Dennis Rodman, Scottie Pippen et Michael Jordan. Je pense que le Big 3, ça se mérite, ça se gagne. Il y a ça. Et après, il y a aussi un autre point, c'est que pour moi, dans un Big 3, les statuts sont différents. C'est pas forcément 3 starters que tu peux retrouver dans un Big 3. Tu peux retrouver 2 starters et un remplaçant. Et donc là, je vais vous laisser effectivement évoquer vos exemples. Mais voilà ce que moi, je mets effectivement dans un Big 3. Je distingue vraiment le Big 3 d'un trio. Voilà. Et donc, c'est aussi là que je voulais vous emmener. Cool. Des exemples, les gars, Thibodeau? Ou enfin, une réaction ou des exemples, si vous le souhaitez. Je rajoutais juste le mot sacrifice qui est Oui, très bon point, ouais. aussi Tout à fait, ouais. c'est vraiment un incontournable, on va dire. Premier trio. Non, frérot, est-ce que tu peux revenir sur le sacrifice? Je trouve que c'est très important, ça. Tu m'en as parlé en off, juste détailler ce terme de sacrifice, effectivement, qu'on retrouve dans la plupart des Big 3 qui ont réussi. Je trouve que c'est très important de... Je vais te donner le premier Big Tree et je vais tout de suite revenir sur le sacrifice. Ok. Le premier Big Tree, les Spurs. Je pense que quand tu parles de ça, c'est le premier trio qui me vient à l'esprit parce que de un, c'est la NBA que j'ai pu regarder, donc j'ai eu la chance de le voir évoluer, ce Big Tree. C'est le Big Tree le plus gagnant de l'histoire, que ça soit en playoff. Ils ont remporté le plus de matchs de playoff de l'histoire pour un trio de joueurs. Ils ont remporté le plus de matchs de l'histoire tout simplement pour un trio de joueurs devant Parrish, McHale et Larry Bird. Et la première chose qu'on peut constater, en effet, c'est qu'il y a 2 starters, en la personne de Duncan et Tony Parker, et il y a un mec qui sort du banc, Manu Ginobili. Il sort pas du banc par hasard, il sort du banc pour le bien de l'équipe. Il a réussi à sacrifier, on va dire, ce rôle de starter qui peut avoir de lourdes responsabilités en NBA quand tu regardes Melo qui a refusé de faire ça jusqu'à la fin de sa carrière. Bref, petit aparté et petit tacle pour Melo. Manu Ginobili, ça a été un des premiers, comme je disais tout à l'heure pour les lettres de noblesse. Il a vraiment, enfin c'est pas un des premiers, mais c'est un des mecs qui a placé le rôle de 6e homme le plus haut dans l'histoire de la NBA, je trouve. Et je trouve relativement fou ce qu'il a fait. Quand tu sais que Manu Ginobili, bouge pas, j'ai la stat, mon frérot, il a passé 213 matchs de playoff, il en a joué que 53 titulaires.
a joué que 53 titulaires. Il a remporté 4 titres NBA en 15 ans avec les Spurs. C'est le temps que aura duré ce trio de fous. C'est indéniable que ce sacrifice de Ginobili a fait tourner l'équipe, a fait cette petite étincelle qui sort du banc quand justement Parker et Duncan pouvaient aller se reposer. C'est lui qui continuait à faire tourner la boutique. Donc, c'est pas forcément des joueurs qui peuvent évoluer en même temps sur le terrain, même si dans les derniers temps, il n'y avait pas forcément débat et Ginobili faisait bien son taf et était présent. Mais c'est le terme de sacrifice qui, je pense, aura peut-être fait marcher ce trio quand tu sais qu'ils ont eu 4 titres NBA ensemble, comme j'ai dit. Duncan a eu 2 MVP. Parker a eu un MVP des finales. Et le dernier, c'est Kawhi Leonard qui l'a eu. Donc, il y a eu une espèce aussi de transmission où quand chacun a eu vraiment sa période sur ses titres NBA, et peut-être le plus lésé, c'est celui qui n'aura pas eu de MVP des finales, c'est Manu Ginobili. Et à côté du sacrifice sportif, il y a aussi le sacrifice financier. Tim Duncan, au cours de sa carrière, il a pas beaucoup gratté, alors qu'il pouvait le faire, mais justement parce qu'il voulait conserver ses pièces autour de lui, les Tony Parker, les Ginobili, il a souvent justement fait preuve de gros sacrifices sur le plan financier, ce que n'ont pas fait d'autres. Alex, toi, un Big 3. Je vais d'abord profiter de rebondir sur celui-là, tu vois, parce qu'on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Non, en l'occurrence, vraiment, c'est ça. Puis déjà, parce qu'il y a un Français dedans, Tony Parker, on s'identifie tous à Tony Parker, à Tipeee, donc c'est normal. Je suis pas un grand fan des Spurs, loin de là, mais force est de constater que cette période est incroyable. C'était... En fait, ce trio-là, c'est pas forcément un trio qui a eu des stats folles, je trouve. Faudra aller vérifier, mais j'ai pas l'impression, en fait. Tu vois, c'était vraiment... au stade individuel. D'accord, parce que ça a été l'équipe la plus victorieuse de la décennie des sports, de tous sports. Non, mais c'est vrai que sur le plan individuel, individuellement parlant, Tim Duncan ne pas à 30 points de moyenne, c'est sûr. C'est ça, il y a eu 2 MVP sur la période où ils étaient tous les 3. Ok. Tu vois, c'est pour ça que je me disais, c'est une impression que j'ai qu'ils n'avaient pas, eux, 3 des stats folles, mais bien sûr, en tant qu'équipe, et j'avais vu cette stat, ils détiennent le record de victoire, tout simplement. Depuis qu'ils sont ensemble, ils ont 575, c'est ça, victoires en cumulé, je crois, à peu près. C'est stratosphérique et clairement ça sera jamais effacé de la première place, enfin sauf miracle, tu vois, sauf miracle ou pas, mais et pour revenir sur Ginobili, c'est très intéressant parce que effectivement Ginobili, et comme moi j'avais bouffé des documentaires sur lui à l'époque parce que je kiffais vraiment son énergie, tout ce qu'il apportait, voilà, il était arrivé sur la pointe des pieds, il était arrivé du Virtus Bologne. Personne le connaissait, tout le monde se dit c'est qui cet Argentin, un peu comme Tony Parker, quoi. C'est qui ce Français en fait. Et allez, on va voir on va voir à quelle sauce on va le manger. C'est comme Doncic aussi quand il est arrivé. Et au final, non mais d'accord, bien sûr, Doncic venait de gagner l'Euro, le Real. Certes, c'était une référence, mais en gros, c'est plus pour te dire, tu vois, c'est un mec qui vient d'Europe, c'est qui ce gars-là, tu vois. Et au final, le mec, il fait partie du Big Three qui, tu vois, est peut-être celui qui nous a marqué le plus, et pas forcément parce qu'il a été le plus, on va dire, le plus clinquant, mais on va dire le plus équilibré. C'est ça que j'ai envie de dire. Et je trouve le plus beau à regarder. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, ce Big Three a été formé grâce à la draft. Grâce à la draft, en fait. Duncan a été drafté par les Spurs, Tony Parker pareil pour Ginobili. Donc c'est aussi le travail, il faut saluer aussi le travail de la direction sportive, d'observation et de scouting. Donc c'est quand même assez fou. Toi Alex, ton Big 3, un des Big 3 qui t'a... J'avais mis celui-là dans le lot. D'accord. Donc voilà, pour moi, il y a une forme de consensus autour de celui-là. Non, moi, ce serait un Big Three beaucoup moins célèbre. Certains diront, est-ce que c'est un Big Three ? Mais pour moi, il a on va dire, une teinte particulière, quelque chose de sentimental, étant supporter, des fans en tout cas des Dallas Mavericks. Pour moi, c'est Jason Terry, l'association Jason Terry, Dirk Nowitzki, Tyson Chandler, qui a finalement été un Big Three très court.
très court parce que Chandler est arrivé, a fait une saison en fait, une saison aux Mavs en 2010-2011 avec le titre au bout. Bien sûr, il y avait aussi Jason Kidd qui moi était un peu ma merveille, tu vois. Une fois qu'on met Nowitzki de côté, Jason Kidd, j'ai adoré, mais c'était pas une machine à stats, tu vois. Donc il avait cette aura là pour lui, mais est-ce qu'on pouvait l'inclure dans le Big Three? Pas trop, parce que tu avais un mec comme Terry qui était partout, au scoring, à la passe, distribution. Il a tellement posé son empreinte sur ces finales. Alors oui, tu vas me dire, il n'y avait pas vraiment Big Three, c'était une prestation d'équipe. Mais en fait, j'ai l'impression que chaque champion, tu vois, a des esquisses de Big Three. Je ne sais pas si tu me suis, mais peut-être moins les. Comme les Raptors, tu me diras, les Raptors, il y avait peut-être un truc autour de Siakam, Kawhi et Gasol. Ou Laurie, par exemple. Il y avait chez chaque champion, il y a toujours trois visages, trois joueurs qui ressortent un peu du lot sans pour autant qu'on les appelle Big 3. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça. Peu ça. Encore aujourd'hui, je trouve que ça s'est vraiment atténué, tu vois. Mais là, moi, je considère en tout cas ces trois-là comme un Big Three parce qu'ils ont été ultra dominants sur une année précise. Tu vois, qui moi m'a marqué particulièrement. Après, encore une fois, c'est très, très, très personnel. Pareil, toi aussi, Thibodeau, tu le rejoins ou tu penses que tu aurais mis quelqu'un d'autre à la place, notamment de Jet Terry, qui était remplaçant, hein, d'ailleurs, dans ses effectifs? Comme tu l'as dit, c'est trois mecs qui étaient quand même des références dans leur domaine au moment où ils ont gagné. Dirk Nowitzki, c'était un scoreur hallucinant, incontrable, capable de marquer des points sur la tête de n'importe qui. Tyson Chandler, qui a été élu DPOY, donc défenseur hors pair quand il était à Dallas, ce qui a vraiment contribué lourdement dans le titre. Et Jet Terry, scoreur qui a apporté pareil comme un peu dans la gêne des Ginobili. des meilleurs shooters à 3 points. Ouais, ce scoring en sortie de banc, tu vois. L'un des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire de la NBA, hein, Jason Terry. Tout le monde s'en souviendra. C'est vrai que ça nous aura marqué. Donc, ouais, pour moi, il y a pas de honte à les appeler Big Three. Et puis, comme on l'a dit, hein, ils ont gagné, les gars. Ouais, de ouf, frérot. Mais autant je te rejoins sur. De ouf. Je suis désolé de parler en même temps que vous. Parce qu'en fait, je sais pas si vous sentez aussi le. Mais c'est. Bref, en tout cas, autant je te rejoins sur le fait que je pense que dans chaque équipe de champions, il y a toujours. D'ailleurs, dans toutes les équipes, il y a toujours une esquisse. Tu as toujours 2-3 visages qui ressortent. Autant je pense aussi que les médias font les Big 3. Je pense que le récit, le narratif, comme on dit en anglais, fait et défait les Big 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne te dira « Ah, mais à Dallas, il y avait un Big 3 ». Pourtant, on te dira que chez on te dira que chez les Clippers de Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin, qui avaient un Big 3, alors qu'ils n'ont même pas atteint une finale de conférence. On ne le dira pas du côté des Mavs. Peut-être parce que les joueurs dont on parlait n'étaient pas très clinquants. Peut-être parce que Dirk, effectivement, longiligne, un peu flacco, européen. Tyson Chandler, voilà, le grand aussi longiligne dans son coin. Et Jason Terry, le vétéran sortant du banc. Peut-être qu'effectivement, ça fait moins box-office qu'un DeAndre Jordan, Chris Paul et Blake Griffin qui font des alley-oops et des dunks dans tous les sens. Tu vois. Donc, je pense que les médias aussi jouent un rôle sur qui est Big 3 et qui ne l'est pas, en fait. Tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a une part de vérité parce que c'est vrai que quand tu vois Chris Paul, DeAndre Jordan et Blake Griffin, en soi ils ont rien gagné. Ils ont même été décevants sur leur campagne de playoff. On les a vite mis à ce rang-là déjà de 1 par leur niveau individuel. Peut-être que DeAndre Jordan, on peut se questionner là-dessus, mais Chris Paul et Blake Griffin au moment des Clippers c'était quand même assez sérieux, les saisons régulières qu'ils produisaient, les stats. Et après, il y a pour moi une sorte de naturel les victoires en fait viennent imposer le terme de Big Three. Et quand tu vois notamment celui des Spurs qui n'a rien de clinquant, c'est un mec Duncan, si je dis pas de conneries, qui est originaire des Philippines. Non, des îles Vierges. Des îles Vierges, autant pour moi. Merci poto. Parker le Frenchie et Ginobili l'Argentin. Tu vois, c'est de base ça a rien de clinquant, ils sont pas oufissimes à regarder, c'est pas des mecs qui sont fous statistiquement, mais au bout d'un moment, en fait, ça vient s'imposer naturellement à force d'eux, tu vois. Alors certes, il y a des Big Three qu'on a appelés Big Three qui n'auraient pas forcément dû l'être, mais je te rejoins sur ce côté-là, mais au bout d'un moment, en fait, la gagne
vient Ouais. imposer aux médias ce côté Big Ouais, Tree. tout à fait d'accord. Surtout que les Spurs, comme tu le dis, c'est aussi la durée, le règne. Tu vois, ça a été un empire en fait dans la plupart des sports US. Ils ont vraiment régné, donc forcément que tu veux ou que tu veuilles pas, ils sont là tous les ans. Moi, le mien, c'est du classique. Ce sont les Cavs de 2014 à 2017. Le Big Three avec LeBron, Kyrie et Kevin Love. Pour la simple et bonne raison que c'est une construction pour moi qui est assez unique, dans le sens où, lorsque LeBron quitte le Heat et rejoint les Cavs, pour justement construire ce trio, il le fait avec 2 joueurs qui n'ont jamais joué les playoffs. Quand tu regardes les autres constructions de Big Three, c'est soit des joueurs qui réunissent leurs forces, mais déjà à leur prime, soit des joueurs qui se sont, soit des Big Three qui se sont construits en fait grâce à la draft. Les Warriors, les Spurs, en partie les Celtics avec Larry Bird et Kevin McHale, la première version. Mais là, LeBron, après sa défaite contre les Spurs en 2014, 4-1, prend le risque en fait de constituer un Big Three avec des joueurs qui n'ont jamais connu les playoffs. Alors oui, ils ont été All-Stars, mais être All-Star, ce n'est pas avoir joué les playoffs, ce n'est pas avoir fait une finale de conférence, même pas une finale de NBA, même pas avoir remporté une bague. Donc je trouve ça fou, je trouve ça assez risqué, comme Paris qui lui aura souri par la suite. Puis après, bien évidemment, il y a aussi, on va dire, la construction de on va dire les profils qui sont assez intéressants, avec certes un LeBron qui est le leader du vestiaire, qui est le leader offensif, mais c'est pas forcément le joueur qui va prendre les derniers shoots. C'est pas forcément le joueur qui va avoir le plus la balle dans les mains dans ce trio. Il y a aussi le fait que, et c'est ça qui m'a déçu, qui m'a le plus marqué, c'est le départ de Kyrie. C'est que quand Kyrie part, justement, il met fin à ce trio. Et ce qui était charmant dans ce Big Three à Cleveland, c'était un Big Three qui mettait tous les feux, tous les projecteurs sur une franchise d'une ville qui est marginalisée. Cleveland, ce n'est pas une grande ville aux États-Unis. Cleveland est à la périphérie économique, à la périphérie sociale. C'est une ville certes de sport, mais c'est une ville de losers. Et de la voir chaque année justement en finale NBA contre une franchise californienne des Warriors, une franchise de l'Amérique qui réussit, de l'Amérique que je dis qui a les dents blanches, de l'Amérique qui est bronzée, de l'avoir chaque année justement rivalisé avec cette Amérique-là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de charmant, d'une Amérique des impuissants contre une Amérique des puissants. Et donc c'est en ça pour moi que ce Big Three m'a marqué, parce qu'il a permis de mettre en la loupe, la lumière sur une partie des États-Unis qu'on ne voyait pas forcément. Parce que non seulement elle était à la périphérie économiquement et socialement, mais aussi parce qu'elle ne gagnait pas. Ça te dérange pas, Théo, d'expliquer vite fait le pourquoi du comment des constructions, notamment, parce que je pense que c'est un point qui est important. Excuse-moi frérot, j'ai pas entendu. Ça te dérangerait juste d'expliquer aux viewers et à nous, en l'occurrence, le pourquoi du comment de la déconstruction, parce que je pense que c'est vraiment un point important. Oui, tout à fait. Pour revenir justement sur ce que disait Thibaudot, sur la question du sacrifice. C'est vrai que c'est essentiel le sacrifice, parce que vous devez justement partager des responsabilités, mais aussi partager, je veux dire, la hype à 3 en fait. Et c'est pas facile de partager la hype à 3. Et je pense que c'est ça qui a cassé justement ce Big 3 à Cleveland, c'est que l'un des mecs du trio, Kyrie Irving, voulait être reconnu comme le numéro 1. Et le problème, c'est que après la victoire en 2016, après son game winner en 2016, il n'a pas été reconnu comme tel. LeBron a été MVP des finales. LeBron, on a beaucoup plus parlé du chase down de LeBron souvent que du game quasiment winner de Kyrie Irving. Et ça, justement, ça a dû le toucher. Et la question du sacrifice derrière, on a pris un coup, et il a souhaité avoir sa franchise, il a souhaité être le leader et ne plus faire ce sacrifice pour LeBron et Kevin Love. Et voilà, donc c'est aussi ça. C'est vrai qu'une franchise, un Big Three qui marche, c'est un Big Three où le sacrifice est certainement le maître mot, en fait, la première des valeurs, le repère cardinal. Exactement. Réaction, les gars? D'accord avec toi, frérot. C'est un Big Tree, incroyable, parce que, comme tu l'as dit, ça a joué, je pense, à un des meilleurs niveaux que moi, personnellement, j'ai pu voir en finale. Les finales Cleveland-Golden State, quand tout le monde était là, poteau, c'était une dinguerie. On va pas se mentir, c'était un niveau de jeu de fou furieux. Il y avait une ambiance de ouf. De toute façon, il y avait LeBron dans l'histoire, donc ça fait que c'est légendaire de par ce fait, parce qu'on parle quand même d'un mec qui est dans le top 3 à l'aise de l'histoire de la NBA. Bien sûr. De par ce fait, ça en fait un trio qui sera iconique. Mais après, faut vraiment mettre aussi en valeur les deux autres. Kyrie, qui a fait des performances incroyables avec LeBron. Je crois que c'est les deux seuls joueurs à avoir marqué
putain, c'était combien de points qu'ils ont mis là, le même plus de 40 points en fait, lors d'un match de finale. Ouais. Tu vois, voilà. Ils ont performé, Kyrie a performé, mais dans son style. C'est ça qui m'a peut-être un peu chagriné chez lui, c'est qu'il aura jamais vraiment changé de son style de soliste. Quelqu'un qui aura vraiment tout fait pour l'équipe. Lui, pour le coup, des statistiques assez hallucinantes à Minnesota. Et quand tu le vois débarquer à Cleveland, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de ses performances, mais au final, il avait vraiment fait ce que l'équipe avait besoin, en fait. C'est-à-dire un mec qui travaillait au rebond, un mec qui écartait le jeu. Alors, on lui a beaucoup reproché sa défense, mais voilà, ça aura quand même permis à Cleveland de gagner un titre. Pour moi, c'est le Big Three, certainement le plus risqué. Parce que rien ne disait, quand LeBron arrive à Cleveland, que K-Love et Kyrie auraient performeraient. Tu vois, donc c'est quand même l'un des plus risqués, effectivement, parce que la plupart du temps, c'est soit des draftés, soit effectivement des juniors. Avant de répondre, effectivement, il y a beaucoup de questions sur le chat. On va y répondre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça aussi. Un autre truc qui m'a un peu déçu, je voudrais avoir votre réaction, c'est que moi, je pense qu'ils pouvaient aller chercher une bague de plus. Je pense que ce Big Three des Cavs, même avec l'arrivée de Kevin Durant du côté des Warriors, ils auraient pu rivaliser. Et je prends en fait l'exemple des Rockets. Les Rockets étaient à une cuisse près. C'est pas moi qui le dis, c'est Gerson Rosas, qui est le GM des Timberwolves, qui est l'ancien adjoint de Daryl Morey quand il était aux Rockets, et qui dit que voilà, si Chris Paul ne s'était pas blessé lors du Game 7, peut-être que Houston sera en finale aujourd'hui. Et je pense vraiment que les Cavs auraient pu justement se servir de l'exemple des Rockets en entourant finalement ce trio de défenseurs, de joueurs justement qui soient spécialisés sur le côté défensif et qui puissent derrière rivaliser avec les Warriors, comme l'ont fait les Rockets, eux qui l'ont fait avec un duo, Chris Paul et Harden. Qu'en pensez-vous, les gars? Alex? Je suis pas totalement convaincu pour le coup qu'ils auraient aller chercher une seconde bague. Tu vois, j'ai l'impression en fait que c'est personnel. Ouais, dis-moi. Mais que c'était l'affaire d'une saison. Tu vois, que c'était le fait de. En fait, finalement, c'était la mission de LeBron d'aller chercher ce titre. Et après, tu vois, j'ai l'impression que tout ça devait arriver. Il y avait une forme de destin. Et c'est pour ça que j'aime aussi ton analogie et ton rapprochement entre les deux côtes, les deux milieux, l'Amérique qui réussit, l'Amérique qui brille. Et je mettrais ça en avant aussi, tu vois, que finalement les Golden State, ils ont tout pour briller pendant des saisons et des saisons, enchaîner les titres, les bagues, tout ça, alors que les Cavs, finalement, j'ai l'impression que dès le début, le seul objectif, c'était un titre et après, on remballe. D'accord, intéressant. Ils ont été pas patients à la fois, tu vois. Ouais, non, quand tu vois que LeBron, en fait, derrière, a quitté pour aller aux Lakers, hein, il a décidé de vivre aux Lakers, c'est peut-être que c'était déjà programmé pour lui. C'est un one and done, en fait. Un titre et je me barre. Je pense qu'il a quand même été déçu de. Ah ouais? Frérot, parce que quand on parle de LeBron, on parle d'un mec qui joue pour être dans la discussion du meilleur joueur de tous les temps. Donc quand il vient à Cleveland, il a certes dans l'idée de faire remporter un titre à sa ville natale, ce qui lui est si cher, etc. On connaît la chanson, mais je pense que s'il aurait pu vraiment jouer pour un deuxième, voire un troisième titre à Cleveland, je pense qu'il n'aurait jamais dit non. C'était plus dans la tête des autres que ça a flanché. Mais dans sa tête à lui, c'est sûr que... Justement, mon frérot. Vas-y, Alex. C'est ça, tu vois. Je pense effectivement, c'est sûr que LeBron, s'il pouvait, il aurait enchaîné 10 titres avec Cleveland. Mais c'est les en fait. Est-ce que Kyrie, tu vois, il serait resté 10 ans avec lui au Cavs? Mais justement, parce que l'argument aussi, c'était de dire, ouais, il y a Kevin Durant qui arrive chez les Warriors, il y a un quatuor qui se forme. Moi, je pense qu'avec ce trio, si les têtes étaient en harmonie, si tout le monde était au diapason, je pense vraiment que bien entourés, ils auraient pu mieux faire que les Rockets en 2018, à savoir battre les Warriors. Moi, je pense que quand tu as LeBron sur un terrain, avec Kyrie, Kevin Love, avec des bonnes pièces autour de toi, en changeant de Channing Frye, J.R. Smith, Richard Jefferson, tu peux t'en sortir. Les Rockets ont pu le faire avec un duo. Ouais, je pense pas, parce que franchement, enfin, on va pas se mentir, hein, c'était un niveau incroyable, notamment Kevin Durant, le niveau auquel il a évolué dans ses matchs dont tu parles, c'était fou. Franchement, chaud. Je pense pas qu'ils auraient pu rivaliser, même avec des joueurs mieux armés, on va dire. Mais parce que Kyrie, enfin, au bout d'un moment, c'est la question de mentalité aussi. C'est pas que les mecs autour de toi, c'est les joueurs qui constituent ton Big Three. Est-ce qu'ils sont prêts à tout, vraiment à tout?
Thibaudot, rapidement, là, est-ce que Thibaudot Alex, hein, il y a la question effectivement de chatter, de Teddy, du frérot, effectivement. Je l'appelais le chatter. Quel manque de respect, excuse-moi Teddy. Je suis un ouf. Effectivement, il évoque les Pistons. Teddy, c'est ton frérot, Alex. C'est ton gars, Alex. Est-ce que vous pouvez répondre à sa question, justement? Il parle des Pistons des années 90, l'équipe de Chuck Daly, autour notamment de Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Joe Dumars. Est-ce qu'on pouvait parler de Big Three à l'époque, selon vous? Bien sûr, et j'adore, c'est très important d'en parler. Honnêtement, les deux premiers, Isaiah Thomas et Joe Dumars, incroyable sur le plan offensif. Bill Laimbeer, c'est le joueur qu'il fallait, hein. En fait, à côté de ces deux mecs-là, c'est le mec qui savatait n'importe qui. C'était un élément indispensable. Et je pense que c'est une des équipes qu'on oubliera peut-être le plus parce que c'était à côté des Celtics, parce que c'était la même période que les Lakers, que Chicago. Donc c'était vraiment une période assez folle, mais tout le monde se souviendra toujours des Bad Boys de Détroit. Pas forcément du Big Three. Et je pense que c'est une des équipes qui personnellement m'a fait le plus rêver, Ouais. que ce soit dans le narratif, dans le style de jeu, parce que voilà, je vais pas mentir, je suis un fanat de leur style de jeu, pour la défense. C'est vraiment moi ce qui me fait surkiffer dans le basket. Donc ouais, pour moi c'est indéniable Big Three et j'adore ce Big Three là. Mais tu vois, alors je sais pas si moi je parlerais de Big Three parce qu'il y avait quand même d'autres pièces aussi. Il y avait aussi Dennis Rodman. Alors certes, il était très jeune, mais il était quand même très très chaud, Dennis Rodman, déjà aux Detroit Pistons. Il était rookie, il était déjà très très chaud. Mais c'est vrai que si vraiment je dois me référer moi à ma définition, Bill Laimbeer dans son registre, il est le seul. Il restera certainement le seul dans l'histoire de la ligue. Il y a eu très très peu de joueurs qui étaient aussi brutaux, aussi aussi violents que lui. Isaiah Thomas, bien évidemment, l'un des meilleurs meneurs à l'époque, et Joe Dumars, effectivement, en arrière. Une grosse équipe. J'ai un autre pour Alex, c'est les Kings. Les Kings des années 2000, autour de Vlad Divac, Stojakovic et Chris Webber. Est-ce que pourtant on peut parler de Big Three? Ouais, après, encore une fois, tu vois, moi, c'est des époques. Moi, je suis jeune, tu vois, j'ai commencé à Ouais, suivre c'est vrai. la NBA à peu près en 2005-2006. Donc, pour le reste, c'est dur de combler. Tu regardes des highlights, tu regardes des documentaires. Mais Vlad et Divac, pour le coup, les autres joueurs, je les connais pas très bien, mais Vlad et Ouais. Divac, un peu plus. Donc, je peux juste parler de lui. Je peux pas te dire si c'est un Big Three ou quoi que ce soit. Et pareil pour les Pistons. Là, franchement, c'est là que l'âge a son mot à dire. Et c'est là qu'on voit que vous êtes des anciens dans le domaine. Ouais. Voilà, Là, t'es pas ça, t'es pas gentil là. Non, non, on n'est pas des anciens, on est juste des connaisseurs. On est des connaisseurs, frérot. On ne va pas mentir avec récupération, hein. Non, non, attention. C'est là qu'on voit l'ancienneté, les gars, là. Ah, le bâtard. Non, mais c'est vrai que voilà, on est fan et comme je disais, c'est les Big Three qui nous ont marqués et c'est vrai qu'on n'a pas forcément regardé les mêmes matchs, mais Teddy, j'ai eu l'occasion de regarder les Kings, des vidéos de l'époque parce qu'à l'époque aussi j'étais très petit et c'est vrai que il y avait un trio. Moi, je parlerais plutôt de trio que de Big Three parce que pour moi, c'est quand même important de gagner. C'est quand même important d'aller au moins en finale NBA. Je voyais Alex qui avait évoqué en off, il avait évoqué le cas du Jazz sous Jerry Sloan, avec ce que lui, il appelle ce trio autour de Karl Malone, Stockton et Jeff Hornacek. Alors, eux, au moins, ils ont 2 finales NBA, mais les Kings de Vlad Divac, ils ont la finale de conférence, effectivement, en 2003 ou 2004, 2003, je crois, où ils vont en 7 matchs contre les Lakers, avec un overtime lors du Game 7. Mais je parlerais plutôt de trio, parce qu'il n'a pas duré dans le temps, et parce qu'ils n'ont pas assez marqué à 3, on va dire, cette conférence Ouest. Tu vois, il y a eu cette année, effectivement, en finale de conférence avec un très bon Michael Beasley, qui est entre guillemets leur closer, avec un Chris Webber qui est excellent à la passe, l'un des meilleurs ailiers forts de son époque, hein, très très doué, avec de très belles mains, et Vlade Divac, effectivement, qui était un excellent pivot. Mais je ne parlerai pas, moi, de Big Three, je parlerai plus d'un trio qui était l'un des meilleurs à son époque, mais qui n'était pas un Big Three parce qu'il n'a pas gagné, il ne s'est pas longtemps installé pour moi dans la durée, comme par exemple les Clippers. Tu vois, moi, c'est un autre Big Three, moi, qui m'a marqué. Enfin, Big Three, non, donc un trio. Un trio, moi, qui m'a marqué, que beaucoup appelaient Big Three, mais c'est un peu comme ce que disait Alex. Il y a des termes comme ça qui sont galvaudés, qu'on utilise un peu à tout va et dont on perd en fait un peu le sens et la signification. Mais je vous rappelle que les Clippers, c'est 3 éliminations au premier tour
et 3 éliminations en demi-finale, en fait, entre 2011 et 2017. Le temps, justement, où il y a eu ce Lob City autour de Chris Paul, Blake Griffin et DeAndre Jordan. Et justement, moi, ce qui m'a marqué avec ce trio, c'est que toutes les équipes qui les ont battus en playoff sont allées au moins en finale de conférence. Toutes. Les Grizzlies, en passant par les OKC Thunder, les Spurs, les Warriors. Non, pas les Warriors, parce que les Warriors, non, ils ont battu les Warriors. Mais donc Spurs, OKC, Grizzlies, les Rockets. Parlons des Rockets. En 2014, en 2015 plutôt, les Clippers affrontent les Rockets en demi-finale de conférence. Les Clippers mènent 3-2. Ils jouent le Game 6 à la maison. Ils mènent de 17 points au début du 4e quart-temps pour perdre le match par 12 points d'écart. Avec des stats folles, avec un DeAndre Jordan qui tourne à 8 points, 7 rebonds, avec un Blake Griffin qui marque 28 points dans le match, mais 0 dans le 4e quart-temps. Pour moi, c'est un peu ça, ce trio. C'est beaucoup de bruit, mais pour pas grand-chose. Beaucoup de highlights, beaucoup de posters, beaucoup de dunks. Je sais pas combien de pivots ont peut-être dans leur chambre un poster de Blake Griffin, tellement il en a postérisé. Les Pau Gasol, les Timofey Mozgov, les Kendrick Perkins. Mais malheureusement, dans les grands rendez-vous, ils étaient pas là. Pareil, Chris Paul aussi. Il doit être accablé, il doit être critiqué parce que souvenez-vous de ces 2 turnovers qu'il réalise contre OKC. Je sais plus en quelle année c'était, je crois que c'était en 2012 ou 2013. Ils sont en demi-finale de conférence et ils réalisent 2 turnovers majeurs cruciaux qui font perdre les Clippers, qui empêchent les Clippers justement de gagner ce match et redonnent l'avantage en fait à OKC. Ça a été beaucoup de bruit, beaucoup de highlights, beaucoup de YouTube, beaucoup de vues, mais peu de succès finalement. Ouais. Comme les Kings, hein, c'est le manque de la gagne. C'est des équipes qui étaient hyper belles à voir jouer, hyper hypantes, parce que c'est vrai que ça détonnait vachement. C'était des joueurs déjà assez uniques, hein, que ce soit Bibi, Chris Paul, c'est des meneurs qui vraiment, tu te régales. Tu te régales à les regarder jouer avec un poste 4 à chaque fois, hein, Weber Ouais. et Blake Griffin qui, mine de rien, était assez fou dans tout ce qu'ils pouvaient produire, que ce soit en attaque, en défense, ils étaient assez spectaculaires et même capables de créer. Quand tu te souviens de la connexion Blake Griffin qui a envoyé des alley-oops je ne sais combien de fois pour DeAndre Jordan, c'était assez hallucinant à regarder. Après, est-ce que c'était vraiment compétitif? Non, malheureusement, c'était stylé en saison régulière et quand ça parlait sérieusement en playoff et qu'il fallait montrer qui est qui, bah poto, on a vu les limites. Hein. C'est dommage. Moi, personnellement, je garderai quand même de bons souvenirs, mais ça restera pas une équipe que je voyais comme une grosse équipe, un gros trio. Mais, Poto, pendant longtemps, il y a eu cette rivalité avec les Warriors. Hein. L'un des grands rivaux des Warriors avant qu'ils ne soient les Warriors, c'était les Clippers. Sûr. Les Clippers étaient à un match d'aller en finale de conférence, au moins une finale de conférence en fait. Finale NBA, la bague, c'est un autre débat. Mais au moins une finale de conférence, quand tu as eu autant d'opportunités, pour moi, c'était normalement évident. Alex? Niveau highlights, c'est ça en fait. On retiendra que les highlights. Ouais. Et, ça dépend ce que tu aimes dans le basket. Tu vois. Est-ce que tu aimes les vainqueurs, un peu moins de highlights, ou est-ce que tu aimes que ça? Moi, j'aime un peu des deux, tu vois. C'est là qu'on reste un peu beaucoup sur la fin. Et on pense, moi, j'aime bien penser à ce qu'a donné ensuite Blake Griffin par la suite, tu vois. Parce que, à force de dunker à tout va, à force de postériser tout le monde, on a bien vu que ses genoux ne tenaient plus. Là, le joueur que lui est devenu aux Pistons, moi, ça me faisait un peu pleurer, tu vois. Le mec qui allait à l'infirmerie toutes les 3 semaines, qui a loupé tous les playoffs pendant que son équipe se faisait défenestrer par les Bucks. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'a pas fait le mauvais choix? Ouais. Putain de saison avec statistiquement, je crois qu'il réalise sa meilleure saison. Bah, je crois d'ailleurs qu'il est All-Star. Il est All-Star lorsqu'il est à Détroit la première année. Durant cette saison, c'est vrai aussi qu'il a un jeu très diversifié. Il est plus du tout dans les highlights, machin, mais tu vois, tu vois que ses genoux l'ont lâché. Bien sûr, mais surtout que sa première année, parce qu'il est drafté en 2000, c'est le numéro 1 de la draft 2008. Et il joue pas de l'année. Il joue pas de l'année. Il joue pas de l'année, c'est la même draft que Steph Curry, il joue pas de l'année. Il reprend en fait en deuxième année, c'est là où il explose en fait les compteurs. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Et juste les gars, et je finirai par là par une dernière question après par la suite. Tu parlais tout à l'heure de ce trio, Hornacek, Malone et Stockton. Et c'est vrai que c'est un trio pour moi il est d'une pudeur, il est d'une sobriété, il est d'une classe.
pour moi, s'il y a un beau perdant à trouver dans l'histoire de la NBA, c'est bien ce trio auquel je rajoute Jerry Sloan. Voilà. Ils ont perdu contre certainement le meilleur joueur de tous les temps, mais ils ont fait preuve d'abnégation, de valeur, de courage, de sobriété. Karl Malone, aujourd'hui, on n'en entend pas parler, excuse-moi. Karl Malone, c'est le mailman, c'est le postier, c'est le mec qui lui donne un courrier, tu sais que ça arrive à destination. Stockton, c'est le meilleur passeur de l'histoire de la NBA, certainement avec Jason Kidd. Tu vois, Hornacek, c'est ce shooter. Il y a cette sobriété, cette discrétion autour de ces joueurs, cette classe, moi, qui me laisse penser que, ouais, je peux les considérer effectivement comme un Big Three parce qu'ils ont mérité. Ils ont mérité de là où ils étaient. Il y a vraiment quelque chose de plus. Ouais. Juste pour réagir à ça, vaut mieux ne pas en parler après sa carrière NBA parce que tous ces déclats sont assez horribles. C'est pas une personne très agréable, on va dire, hors basket. Je te ferai pas. Quel déclat? Non, mais quel déclat? Dis-le nous. Quel déclat? C'est pas que des déclats, c'est aussi des trucs en perso qu'il aurait dit. Tu vois, par exemple, j'ai une histoire comme ça. Oui. De Kobe Bryant, tu vois, à l'époque, où il avait parlé de son côté immigré, parce que je sais plus d'où vient la femme de Kobe. Enfin bref. Oui, d'accord. Tu vois, en dehors des terrains. Donc, sur le terrain, quelle est classe, mais vaut mieux pas en entendre parler en dehors, on va dire. Alex, toi qui les avais cités. Après, séparons l'homme de l'œuvre. Ouais, c'est un autre débat, ça. Ouais. Moi, j'avais cité ce Big Three là parce que déjà, tu vois, c'est pas du tout une époque que j'ai vécu en fait. Ils ont on va dire que ce trio là ou ce duo, parce que certains diront c'était surtout le duo Malone-Stockton, mais bon, moi j'ai voulu rajouter Hornacek quand même, et Sloan si tu veux, mais c'est pas une époque que j'ai vécue en direct en fait. J'ai regardé, j'ai bouffé du basket en replay, en highlights, en machin, des matchs entiers. Et c'est ce Big Three là que j'ai retenu plus du passé, tu vois, plutôt que les Pippen, Jordan, Rodman et Pippen, Jordan, Kukoc par exemple, qui est peut-être le plus impressionnant techniquement de l'histoire. Mais c'est ça en fait. Moi j'aime beaucoup Toi t'as parlé de Malone, bah moi je parlerais plus de Stockton, qui est en fait niveau personnalité, c'est le genre de joueur que j'adore, tu vois. Discret, il fait le taf, il rentre à la maison. C'est ça, parce que sa seule passion c'est le basket. Ça s'arrête là, tu vois. Et c'est toute sa vie, mais ça se voit sur le terrain. Et pareil pour Malone en fait. Pour moi, c'est une franchise de cette époque. Ouais, il y avait une forme de pudeur, de professionnalisme, de sérieux. Quand Malone reçoit son trophée de MVP de sa saison régulière en 97, tu vois, il y a pas ce côté diva. Voilà, il y avait pas ce côté diva. Il y avait pas les lumières autour de cette franchise. Il y avait pas le feu des projecteurs. Il y avait pas de starlet. Ça travaillait, ça charbonnait, ça perdait en finale une première fois, ça revenait et ça revenait cette finale-là et ça revenait et ça revenait et ça revenait et ça n'a jamais gagné. Et ça n'a jamais gagné. Et Jerry Sloan, il est resté quasiment une quinzaine d'années dans cette franchise. Il a quitté avec la génération Carlos Boozer, avec Deron Williams, avec Paul Millsap. Mais voilà, c'est cette période-là pour moi en tout cas, elle est assez forte. Dernière question les gars, si vous voyez un Big Three aujourd'hui, un futur Big Three, quel serait-il? Laisse-moi réfléchir 2 secondes, poteau. C'est pareil, c'est ça en fait, tu vois. Un Big Three qui se formerait. Qui se formerait aujourd'hui. Moi j'en ai un. Je peux vous proposer un les gars, c'est rapide. Moi j'ai les Celtics de Boston. Autour de Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart et Jalen Brown. Ok. Je propose. Pas pour toi? Ok. Parce que c'est l'irrégularité de Smart qui me pose problème, en fait. Tu vois. L'irrégularité. Ouais. D'accord. Justement, moi, c'est pas sur le plan offensif que je vais le chercher. Bien sûr, bah oui, tu vas chercher. On a bien vu que sans pivot, sans réel pivot dominant, malheureusement, ça gagnerait pas à l'heure actuelle. Donc, je te rappelle sans gagner, c'est justement ça la question. Et je pense que c'est ça. Sans un vrai pivot majeur dans leur équipe, ne gagneront pas. Donc, ça, pour moi, ils sont pas considérables comme un Big Three potentiel. D'accord. Du côté des Nuggets, Michael Porter Jr., Jamal Murray et Jokic. Là, il y a du potentiel. Ok. Oui.
Là, c'est potentiel quelque chose, mais voilà, que va donner le physique de Michael Porter? Parce que l'évolution potentielle est là, que va donner son physique? Jamal Murray, on a compris qu'il ne cessera de progresser et s'il continue comme ça, il va tout casser. Ouais. Et Jokic, il doit continuer à se réinventer et effectivement s'acheter une défense. Bah écoute, Poto, il y a Teddy. Il y a Teddy qui évoque effectivement ce qu'on avait dit la dernière fois autour de ce potentiel Big 3 des Mavs. Lui, il évoque Luka Doncic, Kristaps Porzingis et Tim Hardaway. Alex, toi qui es fan des Mavs, est-ce que tu y crois? J'aimerais bien y croire parce que j'aime les 3 joueurs. Pour le coup, tu vois, j'ai absolument pas d'a priori. Hardaway, je l'aimais déjà quand il était à New York, mais j'y crois pas en fait. J'y crois pas parce que pour moi, Hardaway il va jamais réussir à devenir cette option équivalente. Tu vois, ce mec sur qui tu vas te baser quand les 2 autres ratent un match. Ça peut arriver à Doncic, on sait jamais. Ça peut lui arriver. Il peut lui aussi tomber, enfin rater son penalty comme Shevchenko l'a raté au foot. Tu vois. Donc il me manque quelque chose. Et Kristaps, c'est l'interrogation par rapport au physique, aux blessures. Mais ils ne suffisent pas non plus, hein. Ils sont pas complémentaires d'un point où, au final, tu n'as aucun des 3 qui est apte à défendre sérieusement sur un terrain. Tu vois, ok, c'est 3 mecs qui, sur le plan offensif, vont répondre présent. Même Luka, tu peux lui mettre la création en plus de ça, mais ils vont pas suffire en fait. À nouveau, je m'excuse de me répéter, mais si t'as pas un mec qui va venir protéger la raquette, c'est une équipe qui n'ira pas au bout pour moi. Donc ouais, c'est un big tree offensif, mais c'est pas un big tree dans le sens où ils ne vont pas en fait. Ils suffisent pas eux-mêmes. Donc non, ouais. D'accord. Bon, bah, écoutez les gars, c'était un plaisir de faire cette émission. J'ai une question surprise pour Watt Magel et pour Alex aussi. Vas-y, mon gars. Les 2 big tree qui ont gagné le plus de matchs, donc on l'a dit, les Spurs, gagné par Duncan Gino. Le deuxième, Larry Bird, McKay, Parrish avec les Celtics. Le troisième, c'est qui a gagné le plus de matchs. Alors, je vais tenter soit les Warriors, Thompson, Curry et Green, soit Kukoc, Pippen, Jordan. Okay. Non, mais bon, il prend les 2 réponses. Moi, j'aurais dit Scottie Pippen, Dennis Rodman et Michael Jordan. Ok, raté les frères. les Lakers avec Karim Abdul-Jabbar, Michael Magic Cooper et John Sorty. D'accord. Avec Michael Cooper et Magic Johnson. D'accord. Bah, tu vois, ok. On en apprend tous les jours. Je vois que Teddy n'avait pas la réponse. Mais écoutez, excellent. C'est quelle année? Je sais plus, mais ils sont quand même assez loin du duo de tête, hein. C'est vraiment incroyable ce que les Spurs et les Celtics ont fait. J'ai plus l'année exacte. Ok, bon bah écoute, en tout cas, n'hésitez pas effectivement à répondre sur le chat, Poto. Merci pour ta question. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous, les gars. Nous, on se retrouve mardi. On repart sur un format d'1 fois par semaine, peut-être avec Alex, s'il est là, who knows, si effectivement il sera disponible. Oui, normalement. Mardi. Ok, bah, écoute, c'est toujours un plaisir. J'ai vraiment kiffé la partie foot, kiffé la partie basket. Teddy, toujours un régal. Merci pour la fort. Teddy, d'ailleurs, n'hésitez pas les viewers, allez sur notre page YouTube. Je vous mettrai le lien effectivement dans le chat. Mais voilà, on va monter en pression, on va continuer à vous proposer du contenu de qualité et continuer de partager notre passion avec vous. Protégez-vous les gars, portez votre masque et d'ici là, comme on dit chez moi les homies, on est ensemble. Bye.